La CEDEAO exige la démission des députés mal élus et des législatives partielles. C'est l'une des grandes décisions du sommet extraordinaire sur le Mali qui a lieu ce lundi. Les États d'Afrique de l'Ouest travaillent à dissiper la tempête qui menace le pays avec diverses propositions. Dans cette édition, les conclusions du sommet qui s'est tenu ce matin. Au Burkina Faso, Abdoulaye Souma est désormais le candidat officiel du Soleil d'avenir. Investi hier à Bobo Dioulasso, le leader du parti aura la tâche de briller à l'élection présidentielle de novembre prochain. Défi que Abdoulaye Souma entend relever. Le film de son investiture à suivre avec notre correspondant depuis la ville de Sia. Nouveau massacre au Darfour, plus de 60 personnes tuées et 60 autres blessées dans une nouvelle tuerie dans un village du Darfour Ouest. Une série d'attaques se déroule depuis la semaine dernière entre tribus nomades arabes et agriculteurs non arabes au sujet de l'occupation des terres. Une actualité à suivre dans cette édition. Voilà votre LC à 20h dans ses grandes articulations. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Tout d'abord, le Mali qui était au centre des préoccupations de la communauté ouest-africaine. Après des missions de médiation, les chefs d'État se sont retrouvés aujourd'hui par visioconférence pour se pencher sur la situation qui prévaut sur les bords du Djoliba. Après les négociations, la CEDEAO affiche la fermeté vis-à-vis des protagonistes de la crise malienne. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir et des mesures dites fortes sont prises pour désamorcer la crise qui oppose le président Ibrahim Boubacar Keïta au M5. Les pays d'Afrique de l'Ouest ont exigé la démission de 31 députés mal élus et des législatives partielles. Ils ont également menacé de sanctions les opposants à leur plan de sortie de crise. Drissa Traoré et Achille Ouedraogo nous en parlent. Chef d'État de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en sommet extraordinaire ce lundi pour sortir le Mali de la crise socio-politique qu'il n'a jamais connue depuis 30 ans. Après donc l'expédition infructueuse la semaine passée des 5 des leurs sur les rives du fleuve Djoliba, les dirigeants de la CEDEAO se sont retrouvés par visioconférence sous la présidence du chef de l'État nigérien Issoufou Mahamadou, président en exercice de la CEDEAO pour jouer les pompiers dans cette crise malienne qui est devenue une préoccupation majeure dans la région ouest africaine. L'exercice diplomatique d'autant plus difficile que l'on sait les positions des protagonistes aussi tranchées. Pour l'heure, l'instance régionale a, au terme de la rencontre, proposé une feuille de route à plusieurs étapes. Il s'agit notamment de la démission immédiate des 31 députés dont l'élection est contestée, y compris le président du Parlement, une recomposition de la Cour constitutionnelle et la formation d'un gouvernement d'union nationale avec la participation de l'opposition et de la société civile. Les autres mesures concernent la mise en place rapide d'une commission d'enquête pour déterminer et situer les responsabilités dans les violences qui ont entraîné des morts et des blessés les 10, 11 et 12 juillet, ainsi que les destructions des biens publics et privés. La création d'un comité de suivi de processus de sortie des crises et la mise en place par la CEDEAO d'un régime de sanctions contre tous ceux qui poseront des actes contraires au retour de la stabilité. Issoufou Mahamadou apparaît souligner qu'en tout état de cause, la CEDEAO sera toujours prête aux côtés du Mali, acteur important des dynamiques communautaires en cours pour l'approfondissement de l'intégration ouest-africaine, a-t-il conclu. Ces fortes mesures vont-elles agréer le M5 RFP? C'est la grande interrogation. Dans cette affaire, la ligne rouge est toute tracée. Pas question de céder à la demande de l'opposition de démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. La CEDEAO campe sur cette position. Les pays d'Afrique de l'Ouest menacent de sanctions les opposants à leur plan de sortie de crise. Je vous invite à suivre à ce propos le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari. C'est un sommet qui a connu la participation de pratiquement tous les chefs d'État de la CEDEAO. Et la CEDEAO s'est voulu ferme donc, sur le président de la République, le président Ibrahim Boubacar Keïta, à savoir qu'étant élu donc de façon constitutionnelle, il devrait donc demeurer et en aucun cas on devrait accepter donc une quelconque démission. Le sommet a réaffirmé également en ce qui concerne l'exécutif
que du moment où il y a un Premier ministre qui a été déjà nommé, il faut que rapidement on puisse nommer des ministres de souveraineté, c'est-à-dire défense, affaires étrangères, justice, finances et sécurité, pour permettre donc au gouvernement de pouvoir, enfin à l'État de pouvoir fonctionner, parce que ça fait plus d'un mois ou près de 2 mois qu'il n'y a pas de gouvernement. Le sommet a demandé donc que les députés, les 31 députés qui posent problème, qu'ils puissent démissionner de leur fonction de député, afin donc de faciliter donc une résolution de la crise. Et il y aura donc la mise en place d'une nouvelle Cour constitutionnelle, et il est prévu qu'il y ait des sanctions individuelles et ciblées contre tous ceux qui vont faire obstacle donc aux résolutions qui vont être prises ou les décisions qui vont être prises. Et ces résolutions de la CEDEAO demande à l'Union africaine et aux Nations unies de les endosser, à savoir donc par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations unies. Et, en gros, c'est un sommet qui s'est bien déroulé. Le président du Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré, a insisté sur les aspects pratiques et également le timing donc, de mise en œuvre de toutes ces résolutions, parce que la crise a beaucoup duré et il faut y aller vite donc, en ce qui concerne la résolution. Et donc, les chefs d'État ont dit qu'il faut de la fermeté, mais il faut qu'il y ait encore des passerelles de dialogue pour qu'on puisse trouver des solutions consensuelles. Et le mot consensuel était un des termes chers donc, au président du Faso pendant ce sommet. Cette crise qui s'enlise au Mali fait la une des journaux d'ici et d'ailleurs. Les journaux africains, dans leur parution du jour, mettent l'accent sur la médiation entamée par la CEDEAO depuis jeudi dernier. On voit cela dans la revue de presse que nous propose Drissa Traoré. La CEDEAO au chevet du Mali titre l'observateur Palga au Burkina, qui se demande si le virtuel réussira-t-il là où le présidentiel a échoué. Le quotidien burkinabé de souligner qu'on a bien peur que les chasseurs croisés de la CEDEAO ne soient que plus gesticulations diplomatiques pour au moins donner l'illusion d'être au chevet d'un de ses membres malades. Mais pour ce qui est des résultats, on est bien curieux de voir si ce sommet virtuel qui se tient aujourd'hui aura plus d'effet que le B2B de l'autre jour, pointe l'observateur tout en craignant que si les positions des uns et des autres n'évoluent pas, on repartira après la trêve du mouton décrétée par le M5 pour permettre aux musulmans de fêter sereinement la Tabaski dans un cycle de violence et de pression à l'issue incertaine. Et l'indépendant du Mali d'annoncer un sommet extraordinaire de la CEDEAO ce lundi pour prendre des mesures fortes. Un sommet par visioconférence qui vise à trouver, à défaut de solutions idoines, un compromis entre les partis engagés dans la plus grave crise sociopolitique que le Mali ait connue depuis 30 ans, nous dit le journal, qui a compté 3 mesures fortes. Un gouvernement d'union nationale, la dissolution de l'Assemblée nationale et enfin la comparution devant les tribunaux des auteurs des tueries par balle lors des journées de désobéissance civile. Pour ce qui est d'Ibrahim Boubacar Keïta, précise l'indépendant, la CEDEAO ne transigera pas sur le maintien à son poste du président jusqu'au terme de son mandat en août 2023. Tout chose qui n'empêche pas le pays au Burkina de s'interroger si le miracle va-t-il se produire. En effet, pour le journal, le moins que l'on puisse dire, c'est que la CEDEAO, depuis qu'elle existe, n'a pas souvent géré un dossier d'une telle complexité. C'est pourquoi, et sans forcément vouloir jouer les Cassandres, l'on peut se poser la question suivante. Ce que les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas pu résoudre par leur présence physique sur les bords du fleuve d'Oliba, pourront-ils le faire par visioconférence? L'on peut en douter. En réalité, conclut le pays, la CEDEAO n'est pas préparée pour résoudre cette forme de remise en cause des institutions et des personnes qui les incarnent. Alors que son confrère du Mali, le pays à Bamako, lui s'inquiète davantage. Les contestateurs qui observent une trêve de 10 jours à cause de la fête de la Tabaski sont dans la dynamique de reprendre les manifestations le 3 août au cas où il n'y aurait pas un consensus sur le processus de sortie de crise. Mais le journal malien est convaincu que la CEDEAO ne franchira pas la ligne rouge, à savoir la démission du président Ibeka, qui est pourtant la revendication principale du M5. D'ailleurs, pour le pays, prendre le pouvoir par la rue est un suicide. Seule l'union sacrée avec un projet consensuel pourra aider le Mali à sortir de cette crise.
Toujours est-il que pour Dakar Actu, l'heure est grave et le temps compté. Mais en attendant de revenir sur les enjeux de ce conclave et sur les décisions importantes qui en sortiront, le site d'information semble jeter un pavé dans la mare ouest africaine dans une chronique Destin croisé. En effet, le média sénégalais estime que pour être crédible, les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO doivent balayer devant leurs propres portes. Certes, parmi eux, ne manque pas de fouler à l'occasion les décisions ou recommandations de certaines instances régionales comme la Cour de justice communautaire. De quoi renfrogner la mine du Béninois Talon et de l'Ivoirien. Au Burkina Faso, la liste des candidats officiels à la présidentielle de novembre prochain s'allonge. Après l'investiture des candidats des autres partis, c'est au tour du Soleil d'avenir d'investir le sien. Abdoulaye Souma, investi hier, est désormais le candidat officiel du parti. Et pour être en phase avec la constitution du Burkina Faso, il a prêté serment à Bobo Dioulasso. Notre correspondant depuis la ville de Sia, Abdoulaye Ouattara, nous conte le fil de l'événement. Un soleil d'avenir pour la jeunesse, les femmes et le peuple burkinabé, c'est ce que propose Abdoulaye Souma dès son accession au pouvoir d'État. L'ancien conseiller à la présidence du Faso promet une nouvelle gouvernance au pays des hommes intègres. Et pour matérialiser cet engagement, devant les sages et les militants, le candidat du soleil d'avenir prête serment. Au nom du peuple, au nom des valeurs authentiques des ancêtres de nos sociétés traditionnelles, au nom des militants et votants du Soleil d'avenir, je jure fidélité et loyauté aux idéaux du Soleil d'avenir et aux intérêts supérieurs du peuple burkinabé. J'engage mon intégrité, mon honorabilité et mes capacités à défendre ces valeurs dans la conduite de ma candidature et dans l'exercice de mes fonctions présidentielles. Cette prestation de serment est faite pour être en phase avec la Constitution et il en sera ainsi pour les candidats du Soleil d'avenir. Un vrai président, quand il est élu, il est investi et il prête serment. Donc il y a deux opérations pour commencer le travail. Et le Soleil d'avenir veut coller à cette réalité politique et à cette exigence constitutionnelle. Et c'est le seul parti politique qui fait une prestation de serment après l'investiture. Une fois élu, le leader du Soleil d'avenir entend travailler à la consolidation de la paix et l'union nationale. La première chose, c'est que mon profil est aujourd'hui un profil recherché pour la paix et la réconciliation au Burkina Faso. C'est ma première offre. Il faut que nous nous réconcilions. La réconciliation et l'union nationale sont devenues les seules clés pour le déblocage du Burkina Faso. Pourtant, on sait que les problèmes qui minent le Burkina Faso sont le fait de l'ancienne classe politique. Il faut alors au Burkina Faso une nouvelle génération de leaders, une nouvelle génération d'hommes politiques qui accèdent à la présidence du Faso. Quand je suis président de la République, je peux appeler tous les grands hommes politiques que vous connaissez, je peux me risquer à citer des noms, le camp de Roch, de Blaise Compaoré, je n'ai de problème avec aucun acteur politique. Je peux appeler tout le monde pour que nous fassions de la réconciliation. Et vous voyez que celui qui peut faire comme moi, il n'y en a pas beaucoup dans la scène politique, il n'y en a pas beaucoup qui vont me défier. Et comme je suis le détenteur de cette clé, eh bien, je vais ouvrir l'avenir du Burkina Faso avec cette clé, à la différence des autres. Pour les militants, c'est l'homme qu'il faut pour le Burkina. Et les mots ne manquent pas pour qualifier celui-là même qu'il surnomme le capitaine pour conduire le navire Burkina Faso. D'abord, c'est les idées. Et il est jeune. Et quand il m'a approché, avec les idées qu'il a, je n'ai pas hésité une seule minute. J'ai dit, bon, voilà un leader qui veut un changement dans le pays. Donc, du coup, il faut l'accompagner. Et pour ça, je suis avec lui jusqu'au bout des rêves. Le candidat investi appelle le peuple à l'intégrité pour accéder au... À milieu du Burkina Faso, en Tanzanie, c'est le retour d'exil d'une figure de l'opposition politique qui anime les débats. Tundu Lissu est rentré aujourd'hui dans son pays en vue de défier le président John Magufuli lors de l'élection présidentielle du 28 octobre prochain. Candidat à la primaire de son parti, Tundu Lissu avait échappé à une tentative de meurtre en 2017. Aujourd'hui, il s'est dit pleinement rétabli après de multiples opérations
rémission et une longue convalescence en Europe. Vous devez savoir que j'ai été atteint de 16 balles. Toutes mes articulations, mes jambes, ma poitrine, mon estomac étaient déchiquetés et en conséquence, cela a mis du temps pour mes soignants me remettre sur pied, a-t-il déclaré. Il s'est dit aujourd'hui prêt à représenter son parti à la présidentielle. La Tanzanie doit organiser des élections générales le 28 octobre prochain. On en vient à présent à cette série de violences ethniques meurtrières qui se multiplient au Soudan. Plus de 60 personnes tuées et 60 autres blessées dans une nouvelle tuerie dans un village du Darfour. Selon l'ONU, environ 500 hommes armés ont attaqué samedi la localité de Mastéri, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale provinciale. Des maisons et le marché local ont également été pillés et brûlés. Le gouvernement soudanais envoie donc plus de troupes dans la région du Darfour qui est en proie à des troubles suite à cette flambée de violence. Ces dernières années, le conflit entre Arabes et non-Arabes a baissé en intensité au Darfour, mais la question des terres reste sensible et ces tensions risquent encore d'entraver les tentatives de négociation pour un accord de paix entre Khartoum et les différents groupes rebelles, dont ceux du Darfour. L'actualité africaine, c'est également cette nouvelle qui endeuille la sphère médiatique du pays de la Teranga, voire de l'Afrique. Babacar Touré, fondateur du groupe de presse Sud Communication, un monument de la presse privée au Sénégal, a cassé son micro hier. Babacar Touré, ou tout simplement BP pour certains, s'est éteint à l'âge de 69 ans. Il est considéré comme un pionnier professionnel reconnu. Babacar Touré a formé et inspiré plusieurs générations de journalistes. Et voici justement le conseil qu'il donne à la nouvelle génération de journalistes. Suivez plutôt. Je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. D'abord, cette presse-là, moi quand je regarde, je suis assez ému parce que je vois des gens qui ont l'âge de mes enfants, de mes neveux. Et je sais à quel point c'est dur. Je sais à quel point les gens manquent d'encadrement, de coaching dans les rédactions. Nous avons bénéficié de la part d'Aîné, de coaching, de soutien. Et puis, nous avons appris le métier en le faisant. Parce qu'on ne l'apprend pas seulement à l'école. À l'école, on vous introduit à des techniques professionnelles, à la déontologie, à l'éthique. Je pense qu'il y a des questions qui doivent être réglées d'abord dans les rédactions. Il faut que les journalistes se fassent respecter. Et pour se faire respecter, il faut se respecter soi-même. Et ça va du comportement individuel à l'orientation de l'article que vous écrivez ou de la photo que vous publiez ou de l'image que vous montrez. Nous ouvrons à présent la page éducation de cette édition. Au Burkina Faso, le baccalauréat session 2020 va se dérouler du 3 au 21 août prochain en pleine période d'hivernage. Pour cela, il faut prendre des mesures pour le bon déroulement de cet examen national et les organisateurs entendent faciliter l'accès au centre d'examen pour certaines localités en prenant en charge l'hébergement et la restauration des élèves à proximité de ces centres. C'est du moins ce qu'a fait comprendre les organisateurs du dit examen ce matin à la présidence de l'université Joseph Kizerbo. Ahmed Nanema, Bachirou Sawadogo. Les préparatifs du bac session 2020 se poursuivent et les organisateurs entendent mettre les bouchées doubles pour garantir de meilleures conditions de composition aux différents candidats. Face à cette période d'hivernage, pouvant empêcher certains de prendre part à l'examen, des logements et bien d'autres prises en charge sont prévus. Nous avons demandé cette année à renforcer. Pourquoi? C'est le mois d'août. Donc, ce que vous avez dit, il peut y avoir de fortes pluies, des rivières qui passent par-ci, par-là, qui empêchent un candidat d'accéder. Si autour de M. le gouverneur, les autorités administratives, religieuses, coutumières de chaque région, chacun met du sien, ensemble, on peut voir, dans cette situation-là, il va falloir que les candidats se regroupent là, qu'on les loge par là, qu'on les nourrisse, les mette dans de bonnes conditions. Cette année, l'équipe en charge de l'organisation du bac innove. Elle crée un groupe de communication de présidents de jury et d'universités via le réseau social WhatsApp. Cela
afin que tous aient les mêmes informations au même moment en vue de prendre les dispositions qu'il faut. Qu'on puisse donner la température réelle de la situation. Est-ce qu'il y a une forte pluie? Est-ce qu'il y a de l'orage? Est-ce qu'il y a des grands vents qui font que voilà, pour qu'on puisse voir, est-ce qu'on peut ouvrir l'enveloppe ou pas? Parce que si on ouvre l'enveloppe à Dori et qu'on n'ouvre pas l'enveloppe à Fada, il va sans dire que ça peut poser des problèmes et déjà que l'office du bac est débordé et il va falloir reprendre l'épreuve. Donc c'est pour cela que nous avons mis en place ce groupe WhatsApp que moi je salue. Et déjà les présidents du jury et les présidents des universités communiquent. Nous sommes en phase, mais il n'est pas question de donner des informations liées aux épreuves. Concernant l'aspect sécuritaire, il n'est aucunement question d'exposer la vie des candidats en les faisant composer dans des zones à risque. Il en est de même par rapport à la sécurité, vous avez déjà répondu à la question. Nous n'allons pas aller mettre un centre d'examen, nous n'allons pas exposer les enfants dans un espace où la sécurité n'est pas. Quoique nous demandons au Seigneur, au bon Dieu de nous accompagner pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Pas d'inquiétude à se faire pour la réussite du déroulement de cette session du baccalauréat, vu que le gouvernement s'est accordé avec les syndicats. Et je vais ajouter aussi que le gouvernement a tendu la main aux différents syndicats. Je pense qu'à l'heure où je parle là, ils sont dans de bonnes dispositions pour échanger afin de trouver la meilleure formule pour le bonheur de nous tous. Donc j'ose espérer que le baccalauréat va se dérouler dans de très bonnes conditions. Ils sont au total 125 000 candidats à la quête du tout premier diplôme universitaire, avec un pourcentage de plus de 57% de garçons et environ 42% de filles. 257 centres d'examen contenant au total 471 jurys sont aménagés dans 77 villes du Burkina Faso. Selon le président de l'université Joseph Kizerbo, ce sont plus de 5 milliards de francs CFA qui sont injectés chaque année dans l'organisation du baccalauréat. L'hépatite B. Vous entendez parler certainement de cette maladie virale, mais savez-vous qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre, elle touche environ 5 à 8% de la population? L'hépatite B est une infection virale qui s'attaque au foie et peut entraîner une affection aiguë comme une affection chronique de cet organe. Au Burkina Faso, la Jeune Chambre internationale veut contribuer à son élimination. La JCI a pour ce faire organisé une campagne de dépistage et de sensibilisation. C'était le samedi dernier. Le compte rendu avec Benjamin Kwame et Constantin Sieda. C'est la 3e édition de cette journée axée sur une conférence des dépistages, des conseils et vaccinations dénommée Zéro hépatite au Burkina Faso, agissons ensemble. Pour cette édition, une synergie d'action est établie avec les associations de l'arrondissement 4 de Ouagadougou pour avoir un résultat sur une large couverture. Mais avant, il est important de savoir ce que c'est que l'hépatite. L'hépatite B est une maladie infectieuse qui est causée donc par un virus, le virus de l'hépatite B, qui se transmet par plusieurs voies, dont essentiellement donc la voie sanguine, la voie sexuelle. Selon donc les données de l'OMS, dans le monde, 325 millions de personnes donc vivent avec l'hépatite B et C. Et au niveau donc de l'Afrique, surtout en Afrique donc de l'Ouest, en Afrique centrale, 5 à 8% donc de la population vivent donc avec l'hépatite B. Selon les organisateurs de cette activité, le Burkina Faso est classé dans la zone de haute endémicité dans le monde depuis 2002. C'est un tueur silencieux et la JCI veut donc bouter cette maladie hors des frontières du Burkina Faso. Nous avons remarqué la résurgence de ce mal qu'est l'hépatite. Et c'est en 2018 que nous avons décidé de lancer ce projet Zéro hépatite pour sensibiliser, dépister et vacciner la population contre l'hépatite B. Mais nous ne pouvons pas faire ce travail-là de façon continuelle et dans le temps. Donc c'est pour ça que nous associons aussi d'autres organisations de la communauté pour pouvoir mieux impacter. Séance tenante, après la sensibilisation s'ouvre la phase des dépistages. Il s'agit ici de connaître son statut et un suivi est fait à l'issue de chaque résultat. Et la deuxième étape, c'est de faire dépister les personnes
Les personnes négatives se font vacciner et nous offrons des vaccins à un certain nombre de personnes. Et avec la sensibilisation, les autres peuvent vraiment se prendre en charge. Mais si vous êtes négatif, nous avons une équipe médicale qui accompagne les personnes positives. La maladie est dangereuse et méconnue d'un grand nombre au Burkina Faso. Cette action de la Jeune Chambre internationale doit être encouragée pour atteindre plus de cibles. Je pense que c'est un combat qui est noble. Noble parce que l'hépatite est une maladie silencieuse et jusqu'à présent méconnue par un grand nombre de la population burkinabé. D'où l'essentiel de passer par la communication, la sensibilisation, pour que les gens prennent conscience que c'est une maladie qui est très dangereuse mais silencieuse. Cette maladie est dite silencieuse et pour lutter contre elle, il est important pour toute la population de fréquenter régulièrement les spécialistes de la santé pour connaître réellement la maladie afin d'éviter de contracter l'hépatite, conseillent les médecins. C'est l'heure du bilan chez le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football. Nous parlons du bilan de la commission électorale mise en place par la fédération. Le président du comité exécutif se félicite du travail abattu. Sita Sangaré invite par ailleurs les différents acteurs au fair play et à la courtoisie pour le rayonnement du football burkinabé. C'était ce matin à Ouagadougou. Franck Aristide Chifa, Achille Ouedraogo. Rencontre avec les hommes et femmes de médias du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football fait suite à la conférence de presse de la commission électorale de l'instance dirigeante du football burkinabé qui a publié la liste provisoire des candidats retenus en vue de l'élection du 22 août prochain. Au vu donc de ces résultats, l'équipe dirigeante sortante a salué le bon déroulement du processus. Au nom du comité exécutif de la FBF, j'adresse mes félicitations à la commission électorale pour le travail abattu. Le comité exécutif de la FBF exprime son soutien total au processus électoral engagé. Il tient à remercier tous les candidats ayant exprimé leur intention de briguer le poste de président de la Fédération burkinabé de football, renforçant ainsi la vitalité de la démocratie sportive au niveau de notre football. Il félicite les deux candidats retenus par la commission électorale, à savoir messieurs Lazare Bansé et Amadou Traoré, pour dossier conforme et les engage au fair play et au respect mutuel, débarrassés de tout acte ou geste de dénigrement au cours de la campagne qui s'ouvre officiellement le 7 août prochain. Comme vous le savez, la Fédération burkinabé de football attache du prix à la promotion de notre football. À cet effet, elle renouvelle le vœu de voir une campagne et des élections empreintes de courtoisie et de transparence. Avant tout, ce sont les acteurs de notre football qui sanctionneront le projet que chacun des deux candidats leur soumettra. Au cours du processus électoral, des candidats avaient dénoncé l'immixtion du comité exécutif dans le processus. Pour le président de la Fédération burkinabé de football, ce sont des allégations sans fondement. Moi, je voudrais juste rappeler que nous sommes dans un état de droit. Et lorsque quelqu'un dit quelque chose, on n'a même pas besoin de... Si la personne est crédible, c'est à la personne d'apporter des preuves. C'est le minimum. Vous n'allez pas lancer des trucs en l'air et vouloir que... Ce n'est même pas à nous de leur exiger des preuves. C'est à eux, c'est une exigence de l'état de droit. Si vous dites quelque chose, si vous en êtes convaincu, vous pouvez aller saisir le procureur. Si vous estimez même que c'est des preuves suffisamment graves, vous saisissez. Je vous ai dit, le comité exécutif qui est là, nous tenons régulièrement nos sessions. Je pense qu'il n'y a pas 2 semaines qu'on a tenu la dernière réunion du comité exécutif. Nous avons toujours insisté en disant, par rapport au processus électoral, que le comité exécutif n'a pas vocation à s'immiscer. Ceux qui veulent, il n'empêche que certains membres du comité exécutif, tout membre d'ailleurs du comité exécutif, a le droit, et c'est le contraire qui aurait été étonnant, tout membre du comité exécutif a le droit de soutenir qui il veut. Et nous avons toujours dit que tout membre du comité exécutif même pouvait se porter candidat. Mais évidemment, il faut respecter certaines choses. Donc là, ça ne pose pas de problème. Mais maintenant, lorsque vous entendez des gens dire, et ça, nous estimons que cela est très grave,
qu'on utilise des moyens de la fédération, nous pensons que ces personnes même ne se prennent pas au sérieux, parce que quand il y a des choses aussi graves que ça, vous apportez la preuve. Parce que vous vous imaginez, c'est très facile, hein? Donc vous voyez, c'est très 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 grave. Et là, ça crée des problèmes. Le préjudice est créé et il n'y a aucune preuve. Et vous avancez juste pour jeter le discrédit. Et ça, ce n'est vraiment pas normal. Voilà, nous sommes dans un état de droit. Il appartient à ceux qui allèguent d'un fait d'en apporter la preuve. Sinon, évidemment, ils s'exposent à des poursuites pour diffamation. C'est ça le principe de l'état de droit. Donc ce n'est pas à la Fédération burkinabé d'exiger des preuves. Nous estimons, voilà pourquoi nous avons dit que nous pensons, nous osons espérer que ce n'est que des propos regrettables de pré-campagne. Nous nous en tenons à ça. Dénoncé aussi par certains candidats, le code électoral en vigueur est le résultat du consensus qui a prévalu lors de la dernière Assemblée générale en 2019, à laquelle tous les acteurs ont pris part, selon le président sortant de la Fédération burkinabé de football. Il invite donc les acteurs au respect des textes. Et pour clore cette édition, nous mettons le curseur sur un triste phénomène à la peau dure en Afrique, celui de la violence faite aux vieilles accusées de sorcellerie. Attention, les âmes sensibles, veuillez vous abstenir. L'histoire dont on vous parle ce soir se déroule à Kafaba, une localité située dans la région des Savanes au Ghana. Une femme de plus de 90 ans, Akua Dante, a été soumise à des coups de fouet jusqu'à ce que mort s'en suive le jeudi 23 dernier pour des allégations selon laquelle elle serait une sorcière. Le corps de la défunte a été déposé par la police à la morgue en attendant une autopsie. L'affaire suscite des réactions au Ghana et n'a pas laissé indifférent Jerry John Rawlings, l'ancien président du pays. Il s'est dit consterné par les violences infligées à la fragile dame Akua Dante et exige que justice soit faite. Il y a de cela quelques jours, une scène pareille s'est déroulée ici au Burkina Faso. Ces images que vous avez vues à l'écran parlent d'elles-mêmes. Les scènes sont révoltantes et inimaginables. Aucun mot ne peut qualifier une telle barbarie. Mais une chose reste certaine, il existe une vérité universelle applicable à tous les pays, cultures et communautés. La violence à l'égard des femmes n'est jamais acceptable, jamais excusable, jamais tolérable, disait Ban Ki-moon. Et c'est ce qui met un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je serai ravie de vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.